Bien, bonsoir à toutes et à tous. On va démarrer incessamment. Merci. Je vous remercie bien évidemment d'être toutes et tous présents avec nous ici ce soir à l'IRIS. Donc je me présente, je m'appelle Christophe Ventura, je suis directeur de recherche et du programme Amérique latine Caraïbes de l'IRIS. Et donc j'ai le plaisir ce soir d'animer cette table ronde, ce débat, qui est, je pense, un petit événement en réalité ici à Paris, sur une question, disons, vive dans les relations internationales, qui est la question du Venezuela. Qui est un débat qui, évidemment, une discussion qui avive pas mal d'interrogations, de passions, de débats aussi, de polémiques. Et donc, comme il est de coutume à l'IRIS, on a la tradition et la conviction de la nécessité des débats pluralistes. Et c'est donc ce qu'on a décidé de faire ce soir ici à l'IRIS sur le Venezuela, avec finalement un titre assez simple, mais qui est d'une actualité absolument brûlante, puisque le thème de notre discussion, c'est Venezuela, quelle solution politique, hein, et avec l'idée derrière de s'interroger un petit peu sur comment peut être organisée ou imaginer en tout cas une sortie de crise par le haut au Venezuela, et dans ce contexte-là, quel rôle peuvent jouer les acteurs internationaux. Il y a aujourd'hui autour du Venezuela beaucoup de coalitions qui se sont organisées internationales, il y a plusieurs positions. Je pense que les gens qui sont ici sont informés de ça, donc je ne vais pas m'étendre, mais entre d'un côté la position des États-Unis relayée par le groupe de Lima, les 13 pays américains qui composent ce groupe, entre le mécanisme de vidéo Montevideo, qui est promu par le Mexique et l'Uruguay, est soutenu par le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, entre autres. Il y a aussi une autre coalition qui est celle du groupe de contact de l'Union européenne. Toutes font des propositions et ont des positions assez fortes dans le conflit vénézuélien. Mais aujourd'hui, on a décidé de convier à notre table 3 personnes qui vont nous offrir une diversité, en quelque sorte, d'analyse et de points de vue depuis des endroits différents, puisque chacun d'entre eux ont des parcours qui sont singuliers et que je vais rapidement présenter maintenant. Et ensuite, on donnera la parole à nos 3 intervenants. Chacun aura, disons, un quart d'heure pour exposer un petit peu son point de vue sur la situation vénézuélienne. Mais encore une fois, j'insiste surtout, comment trouver des solutions politiques à ce conflit qui aujourd'hui semble s'enliser d'une certaine manière. Certains parlent d'une sorte d'imbroglio vénézuélien. Comment avancer? Et donc nos intervenants donneront leur opinion et leur avis sur ce sujet. Puis ensuite, on aura un petit temps, comme toujours, pour échanger avec vous, en fait, sur la question vénézuélienne. Alors, j'accueille aujourd'hui donc 3 invités. Pour l'instant, vous n'en voyez que 2 parce que la 3e, il s'agit de Geneviève Garrigos, est en taxi. Elle arrive d'un avion, donc elle aura un peu de retard, mais elle va arriver normalement d'ici, je crois, 5-6 minutes, même un peu moins, donc elle devrait se joindre. Attends, je vais présenter nos 2 autres invités. À ma gauche, Jean-Jacques Kouriansky, que les habitués de l'IRIS connaissent bien, puisque Jean-Jacques Kouriansky est chercheur à l'IRIS, grand spécialiste de l'Amérique latine. Il fait partie aussi d'ailleurs de l'équipe d'animation du programme Amérique latine Caraïbes de l'Institut. Il est également directeur de l'Observatoire Amérique latine de la Fondation Jean Jaurès, et c'est lui qui ouvrira les travaux par son intervention. Ensuite, je présente donc toujours aussi à ma gauche Temir Porras, qui est un peu notre invité du soir, si je puis dire, puisque Temir Porras est vénézuélien. Il est actuellement à Paris, donc on a la chance de l'avoir avec nous. Entre 2004 et 2013, Temir Porras a occupé de nombreuses responsabilités au sein des gouvernements de la République bolivarienne du Venezuela. Il a été entre autres conseiller diplomatique du ministère des Relations extérieures du Venezuela. Il a été vice-ministre pour l'Europe, de l'éducation supérieure. Enfin, je ne vais pas égrener tout son CV qui est très long. Il a été également, et c'est donc une spécificité qui nous intéresse, il a été directeur de cabinet de Nicolas Maduro,
lorsque ce dernier était ministre des Relations extérieures auprès du président Hugo Chavez. Et Temir Porras a quitté en fait le gouvernement vénézuélien en 2013 à la suite on peut dire, je pense, de divergences qui se sont ensuite précisées quant aux questions de politique économique menées par le gouvernement vénézuélien. Et Temir Porras a pris une certaine distance critique aujourd'hui avec le président Maduro, tout en ayant, disons, des réflexions et des actions qui visent précisément à travailler pour la stabilité du Venezuela. Donc c'est un peu à tous ces titres-là que nous avons la chance de l'avoir avec nous. Il suit de très près tous les processus dont je vous ai parlé, vraiment on peut même dire de très près, les processus en question, je pense en particulier au mécanisme de Montevideo par exemple, etc. Donc il va justement nous apporter une analyse et des informations de première main, si je puis dire, sur la question vénézuélienne. Alors, Temir Porras est également énarque, il a été dans la promotion Sangor, que peut-être certains d'entre vous connaissent, ou peut-être que ce nom de code dit quelque chose à certains. Il est également diplômé de la London School of Economics, de la New York University, d'HEC en France, et il est actuellement professeur invité à Sciences Po Paris. Donc voilà, un invité qu'on est content d'avoir avec nous. Ensuite, elle n'est pas là, mais je vais la présenter quand même, Geneviève Garrigos, qui est la responsable des Amériques au pluriel, de l'ONG que vous connaissez tous, puisqu'il s'agit d'Amnesty International, et qui, elle aussi, va nous donner son point de vue, qui a un point de vue, disons, elle a une position assez claire, tranchée, assez forte sur le Venezuela, et ce qui va donc confirmer que cette soirée sera placée sous le signe du débat pluraliste et contradictoire, mais toujours argumenté et respectueux des positions des uns et des autres. Voilà. Donc on va démarrer, si vous le voulez bien, tout de suite. Alors, juste un dernier petit élément de contexte. Notre réunion se tient exactement au moment parallèle quasiment à une nouvelle réunion qui se tient au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question vénézuélienne, où ferraille, si vous pardonnez l'expression, les différentes diplomaties qui s'opposent en réalité sur la question vénézuélienne, que ce soit la diplomatie russe, chinoise ou la diplomatie américaine, avec M. Mike Pence qui était présent, qui intervenait au nom du gouvernement des États-Unis, ou de la France qui était là aussi, qui a fait une intervention assez forte. Donc ça se passe à ce moment-là, parce que tout le monde s'interroge précisément sur l'avenir de la situation. Voilà, pour ne pas parler plus longtemps et laisser le plus de temps possible à nos intervenants, je vais donner la parole à Jean-Jacques Kouriansky, s'il est d'accord, pour donc autour d'un petit quart d'heure. Alors mon rôle, malheureusement, ce sera d'être un peu celui qui calmera les ardeurs et les développements que vous pourrez faire, et donc je vous indiquerai à chaque fois, à chacun, lorsque vous serez à 2-3 minutes de la fin, pour qu'on pense à l'atterrissage. Voilà. Merci. Bien, merci Monsieur le Président. Donc, je fais une ouverture un peu redoutable compte tenu de la difficulté à traiter un tel sujet. Difficulté à la traiter parce qu'il y a plusieurs angles d'approche, tous aussi compliqués les uns que les autres, et aussi, comme vous l'avez dit, en raison des passions qui s'attachent à ce dossier. Donc, je tiens quand même à préciser avant de m'exprimer que je ne parlerai au nom d'aucun des acteurs actuellement en conflit au Venezuela, mais que je vais essayer c'est un travail de clarification que j'ai fait pour moi également, essayer de comprendre pourquoi le Venezuela fait la une de plus en plus souvent dans les médias internationaux, dans les conférences internationales, qu'il s'agisse de conférences latino-américaines, conférences hémisphériques, régionales, ou, comme on vient de le dire, également au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, comment décrypter ce que j'appellerais, comme à une certaine époque, quand on parlait de l'Espagne, on parlait du labyrinthe espagnol. J'ai l'impression c'est mon impression personnelle, d'être également, concernant le Venezuela, face à une sorte de labyrinthe. Et il me semble qu'il y a 3 entrées possibles pour définir cette crise, 3 éléments qui sont étroitement imbriqués. Donc, il n'y a pas simplement une crise internationale avec la recherche de solutions pour la résoudre, mais qu'il faut également parler de la crise économique et sociale qui est profonde, et également parler de la crise politique, la crise institutionnelle qui est plus ancienne et qui est également assez lourde pour le Venezuela depuis plusieurs années. Alors la crise économique,
Avant d'essayer de comprendre comment on en est arrivé là, il faut en prendre la mesure par un certain nombre de chiffres qui sont assez impressionnants. Une chute du PIB de 2013 à 2017 de 37%, une inflation du type de celle qu'a connue l'Allemagne au lendemain de la Première Guerre mondiale, une hausse des prix selon l'Assemblée nationale du Venezuela qui aura été en février de cette année de 6147%. Donc là, le chiffre est prononçable, à la différence des chiffres annuels. Donc la consommation, effectivement, s'est effondrée. Et cette crise qui a rendu les biens de consommation courante d'alimentation, comme les médicaments, extrêmement coûteux, a provoqué une régression sociale impressionnante qui affecte la totalité de la population. L'indice de pauvreté a fortement augmenté, les services publics sont totalement dégradés, la durée moyenne de vie aurait régressé de 3 années, le taux de mortalité de 2011 à aujourd'hui serait passé de 12 à 20 pour 1000, et selon les Nations Unies, 3 700 000 Vénézuéliens souffriraient en 2017, donc la situation s'est aggravée depuis, de malnutrition. Tout cela s'étant accompagné d'un phénomène qui est plus connu, qui est celui de l'exil. Donc le Venezuela est aujourd'hui l'un des 2 ou 3 pays dans le monde connaissant une émigration massive de sa population. Donc effectivement, à partir de là, on est en droit de se poser un certain nombre de questions. Alors déjà, se poser des questions, c'est donner quelques pistes permettant éventuellement de réfléchir sur la crise, sur la façon de revenir à une situation plus équilibrée, plus normale, mais disons que ces questions sont assez polémiques et assez difficiles à aborder. Donc, la première de ces réponses est une réponse, je dirais, structurelle, qui est indépendante du régime politique vénézuélien, mais seulement en partie. C'est une partie de la réponse. Le Venezuela est un pays quasiment monoproducteur de pétrole et donc, comme tous les pays qui se trouvent dans cette situation, il connaît des cycles, disons, bipolaires, passant de l'euphorie à la dépression en fonction de l'évolution du prix du baril de pétrole, donc, qui était monté il y a quelques années à $130 et qui évolue depuis 3-4 ans, 5 ans, entre 50 et 80 $. Donc, ce qui veut dire que les revenus du pays, les ressources du pays, les ressources fiscales du gouvernement sont allées en se réduisant. La seconde réponse, je m'excuse, je suis obligé de faire court en raison du temps qui nous est imparti, relève du modèle de développement qui a été choisi par le gouvernement vénézuélien, qui a souvent été résumé par la formule du socialisme pétrolier. C'est-à-dire que le caractère, disons, révolutionnaire du régime n'a pas été jusqu'à faire une réforme fiscale afin de faire payer les riches, de nationaliser la totalité de l'économie. Il y a eu des nationalisations partielles qui étaient plutôt des nationalisations sanctions à l'égard de chefs d'entreprise peu coopératifs ou peu amis du gouvernement en place, et d'autre part la société pétrolière d'État, PDVSA, donc qui est la source de revenus essentiels du pays et du gouvernement, a été contrainte de financer des politiques sociales qui ont eu une effectivité au moment où le prix du baril a été élevé. Donc c'est la société PDVSA qui a finalement financé toutes les missions sociales, d'éducation et autres dans les années, disons, 2005-2013. Mais cette utilisation de la société pétrolière, cette instrumentalisation sociale de la société pétrolière
s'est fait aux dépens du maintien, de la maintenance de ces installations. Le résultat étant que en début de période, le Venezuela produisait plus de 3 millions, 3,4 millions barils par jour, et que la production est progressivement tombée jusqu'en fin d'année 2018 à 1 million, 1,1 million barils par jour. Certains, sous l'effet additionnel des sanctions qui vont s'appliquer à partir du 28 avril, disent que cette production journalière pourrait tomber autour de 800, 900 000 barils jour en fin d'année. Donc il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur cette question. Ce qui est vrai pour la société pétrolière est vrai aussi pour d'autres sociétés d'État, notamment la société de fourniture d'électricité. Donc on a pu constater ces derniers temps. Donc là, il y a matière à débattre. Il y a deux thèses qui s'opposent. Celle du président Maduro, qui précise qu'il y aurait eu soit une attaque cybernétique sur les installations du barrage qui fournit 80% de l'énergie électrique au Venezuela, soit un coup de fusil qui aurait été tiré je ne sais trop où et qui aurait déréglé la machine. Donc ces explications paraissent assez fantaisistes. Il y a d'autres explications qui ont été données par des ingénieurs spécialistes en électricité qui me paraissent beaucoup plus convaincantes et qui ont finalement été confirmées a posteriori par le président qui a destitué le militaire qui était à la tête de cette société d'électricité pour mettre la semaine dernière un ingénieur, peut-être un peu tard, aux responsabilités, aux commandes de la société. Donc, le deuxième point qui me paraît intéressant de souligner également dans cette situation, cette crise du Venezuela, c'est la confusion politique. Le premier constat que l'on peut faire et qui est assez curieux, c'est que dans une situation de crise sociale et de survie qui touche la totalité de la population, on n'assiste pas à une explosion de la société. Et alors là, il faut évidemment se poser la question, pour quelles raisons, en dépit des conditions de vie et du quotidien qui sont ceux de la quasi-totalité de la population vénézuélienne, il y a une absence de réactifs politiques ou même social. À la différence, par exemple, de ce qui s'était passé en 1989, après une crise également énergétique, le gouvernement avait augmenté très fortement les prix des transports, de l'essence, la population était sortie dans la rue, l'armée avait tiré, il y avait plusieurs centaines de morts, on a vu ce qu'on appelle le Caracas. Donc là, on ne trouve pas de mouvement du même type. La réponse, si tant est qu'il y en ait une, c'est que la société est très fragmentée, elle est traditionnellement très fragmentée entre classes sociales, catégories moyennes et supérieures, et les populations qui vivent dans les quartiers périphériques, ce qui est très visible. Il ne s'agit pas simplement de revenus différents, de modes de vie différents, mais de modes d'habitat différents. Les personnes des catégories sociales moyennes supérieures vivant dans ce qu'on appelle des quartiers fermés, le plus souvent, soit des maisons, soit des tours, et les populations populaires vivant dans l'équivalent de ce qui est plus connu en France sous le nom qu'on leur donne au Brésil de favela. La population des classes moyennes et catégories moyennes et supérieures est opposée au régime de Chavez dès le début, dès son arrivée au pouvoir, dès donc 1999-2000, et elle a représenté plus ou moins à chaque élection, 40% de l'électorat.
60% étant traditionnellement du côté d'Hugo Chavez, un 60% qui aujourd'hui souffre de la pénurie, qui est également très mécontent, mais qui ne se sent pas représenté par le panel des partis d'opposition des classes moyennes et supérieures. Et donc la jonction ne se fait pas et il y a plutôt des mouvements parallèles. La situation est d'autant plus compliquée, mais là, mon voisin de droite, physiquement de droite, pourra en parler beaucoup mieux que moi. Il y a une opposition interne, que je ne sais pas comment on peut l'appeler, des chavistes historiques ou des madouristes critiques, ou d'une autre façon, qui, elle, ne se retrouve pas dans les plateformes d'opposition actuelles qui s'appuient sur le parti de l'étranger. Donc on a une grande confusion qui se traduit pour le vulgum pecus, pour la majorité des Vénézuéliens, par deux sorties de crise, des sorties individuelles par la voie de la délinquance. Donc le Venezuela est peut-être le pays d'Amérique latine où le taux d'homicide par délinquance est le plus élevé, autour de 81 pour 1000. Et la deuxième sortie de crise, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'émigration. Donc 3 400 000 personnes, 5 000 par jour quittent le pays aujourd'hui. Selon l'Office international des migrations, le chiffre pourrait s'accroître de 2 millions supplémentaires en fin d'année. Donc dernier point, j'arrive à ma conclusion, Monsieur le Président. Cette double crise a dégénéré dans une incertitude internationale qui est peut-être révélatrice des nouveaux rapports de force dans le monde, qui donne l'impression, donc d'où le débat au Conseil de sécurité aujourd'hui va le démontrer, qu'on revit une sorte de remake de la guerre froide avec les Russes et les Chinois d'un côté, et les Occidentaux, entre guillemets, les États-Unis, de l'autre. Donc la crise vénézuélienne, qui était locale, est devenue régionale, donc avec notamment, pour deux raisons, l'effet des migrations sur les pays voisins, à commencer par la Colombie, et aussi l'effet de revanche, donc avec le basculement vers la droite dans la majorité des pays d'Amérique du Sud. Donc ces pays-là souhaitent présenter une facture au Venezuela. Ils ont trouvé un relais beaucoup plus puissant aux États-Unis depuis l'élection de Donald Trump. Et donc, on a une mobilisation croissante de ces pays via le groupe de Lima, ce qu'on appelle le groupe de Lima depuis août 2017, avec 12 pays latino-américains et le Canada qui joue le petit télégraphiste des États-Unis dans ce groupe. Et de l'autre côté, ceux qui restent de l'ALBA ou de l'UNASUR autour du Venezuela. Et au milieu, effectivement, une initiative qui est sans doute la plus intéressante, mais qui a contre elle le fait de se trouver minoritaire idéologiquement en Amérique latine et minoritaire en nombre de puissances diplomatiques, le Mexique et l'Uruguay, qui ont créé un mécanisme qui est le seul, sans doute, à essayer de proposer des sorties de crise faisant abstraction, comme à l'époque de la guerre froide, de la qualité idéologique de l'un ou l'autre des partis en présence. D'accord, 2 minutes, donc j'avais pratiquement terminé. Ce qu'on peut regretter dans cet éventail, c'est que l'Union européenne, et en particulier l'Espagne, à la différence des positions, des initiatives que ces pays-là, les pays donc européens, avaient pris sur un dossier conflictuel au niveau international, mais aussi avec les États-Unis. Je veux parler du dossier iranien. Donc il y avait eu des propositions assez intéressantes et qui avaient permis de forcer les États-Unis à accepter un compromis, sans que pour autant les pays participants à ce compromis donnent un blanc-seing au fonctionnement intérieur du régime iranien. Sur le dossier vénézuélien, malheureusement, le constat que l'on peut faire, c'est que les Européens, avec, disons, un cache-sexe minimal, finalement se sont ralliés à la position des États-Unis, refusant d'offrir une option de troisième voie qui permettrait peut-être de ralentir
l'exode des Vénézuéliens et de trouver une solution finalement, une sortie de crise démocratique et électorale positive pour les voisins du Venezuela comme pour les Vénézuéliens. Donc une organisation finalement d'une sortie électorale qui serait sous l'autorité du président actuel et acceptée par les opposants. On en est malheureusement encore loin. La stratégie dominante, c'est celle du groupe de Lima, c'est-à-dire de forcer le changement de régime en aggravant la situation de la population avec une grande hypocrisie, proposant de la main droite une aide humanitaire et de la main gauche des sanctions qui vont aggraver. Et on le sait, les États-Unis l'ont eux-mêmes reconnu, il y aura un manque à gagner de 11 milliards de dollars pour le Venezuela en fin d'année, donc après application effective de ces sanctions le 28 avril. Donc voilà les quelques données que je voulais rappeler. Donc je respecte les temps de parole et je laisse la parole. Je laisse mon tour à l'orateur suivant qui peut-être va nous donner quelques lueurs supplémentaires sur cette opposition vénézuélienne qui est d'origine chaviste. Merci beaucoup Jean-Jacques. Je crois qu'on peut te remercier pour avoir réussi ce tour de force en un quart d'heure pile. Effectivement, de poser, je crois, l'ensemble des paramètres internes de la situation vénézuélienne, mais aussi une grille de lecture des rapports de force et des lignes de force au niveau international qui s'organisent en fait autour de la situation vénézuélienne. Donc merci beaucoup. Je vais donc maintenant donner la parole à Geneviève Garrigos, que je remercie d'être là, d'autant plus que elle a grillé beaucoup de feux rouges pour être là. Donc merci beaucoup. Voilà, Geneviève, c'est un peu une intervention sur le sujet. Donc quelle solution politique avec la grille d'analyse qu'on a choisi qu'elle puisse nous exprimer, parce que Geneviève a une grille d'analyse qu'elle va vous exposer. Merci. Oui, bonjour, et merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, je m'excuse, je suis arrivée un peu rapidement, mais il y a beaucoup d'embouteillages entre Roissy et la rue Mercœur, donc voilà, c'était un peu difficile. Effectivement, moi je vais reprendre finalement quelles sont les positions d'Amnesty International sur la situation au Venezuela. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que nous ne sommes pas là pour dire qui est légitime et qui est illégitime, qui va ou pas ou ne va pas. Pour nous, effectivement, la question du Venezuela relève des Vénézuéliens et c'est à eux de décider qui va les gouverner et comment. Par contre, il y a certains aspects sur lesquels il nous semble important de revenir. Et là, on parlait notamment, et sur le dernier point, effectivement, le taux d'homicide au Venezuela, c'est-à-dire la délinquance, la violence sont extrêmement élevés et la crise que traverse actuellement le Venezuela ne fait qu'aggraver cette situation. Et on l'a vu notamment dernièrement lorsqu'il y a eu les coupures d'électricité, notamment la première qui a duré plus de 100 heures et on a vu qu'il y avait d'énormes pillages, beaucoup de violence, etc. Et ce qui est un problème pour les Vénézuéliens. Derrière tout ça, ce que l'on regarde, ce sont, je dirais, pour nous, bien évidemment, nous ne sommes pas du tout, vous vous en doutez, pour la question d'une invasion armée ou d'une intervention armée comme cela a pu être présenté ces dernières semaines, ces derniers mois ou même voire ces dernières années. Par contre, il nous semble important de revenir sur un point, c'est que en avançant sur cette possible intervention, on voit bien qu'il y a des sujets qui ont été escamotés, qui ont disparu du premier plan. On s'est tellement focalisé, et notamment en France, voire en Europe, sur la question d'une intervention possible de la part des États-Unis, qu'on a beaucoup moins parlé de ce que vivaient les Vénézuéliens eux-mêmes. Et avant toute sortie politique, il nous semble, ou pour accompagner, ou pour que toute sortie politique puisse être réalisable, il nous semble qu'il y a deux aspects majeurs qui doivent être pris en compte. D'abord, la question humanitaire. Je ne vais pas revenir parce qu'on a de nombreux documents. Et d'ailleurs, c'est Michelle Bachelet, quand elle a fait son intervention le 20 mars au niveau des Nations Unies.
sur le rapport intermédiaire de la mission technique qui était au Venezuela, elle est revenue sur, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau aussi sanitaire, que ce soit également sur les transports et les services publics, et c'était d'ailleurs au moment de la coupure d'électricité. Par contre, il nous semble très important que dire une fois pour toutes que les droits économiques, sociaux et culturels, le fait que les droits minimums en termes d'alimentation, en termes d'accès aux soins de la population vénézuélienne soient garantis par l'État en place. Et certes, et elle l'a dit elle-même d'ailleurs, je reprends les termes de la déclaration de Michelle Bachelet, si la crise économique a démarré avant les sanctions de 2017 et elle risque d'être aggravée par celles qui viennent d'être prises au mois de janvier, la responsabilité incombe à l'État vénézuélien de prendre les mesures nécessaires. Et ce qu'on pourrait signaler, et là c'est autant les États qui pourraient apporter cette aide et cette coopération ne doivent pas s'en servir comme un levier politique, là rien n'a franchi. Le gouvernement, justement, et ça c'est une question de droit international, quand un État n'est pas en mesure de satisfaire aux besoins minimums de sa population et d'apporter une sécurité alimentaire, sanitaire et autres, il a le devoir de demander cette coopération internationale. Qui va la mener? Comment? Là, pour nous, là n'est pas le sujet. Ça, ce sont des choses qui se règlent entre États pour que cette coopération puisse se faire conformément au droit international. Mais notre priorité, c'est la situation des Vénézuéliens à l'heure actuellement. Et quand on voit justement que ce soit l'augmentation de certaines pathologies, les risques au niveau de la mortalité maternelle, périnatale, etc., pour nous, il y a une urgence et on ne peut plus continuer à ignorer la situation. Le gouvernement en place ne peut plus continuer à nier la situation et se cacher derrière une intervention militaire ou toute autre justification, toute autre cause qui pourrait empêcher cette aide à venir dans le pays. Donc c'est à lui de trouver la forme, c'est à lui de trouver les solutions parce qu'il est responsable de la population. Il en est de même au niveau des droits civils et politiques et notamment de tout ce qui est de la violence. Et pour ceux qui le souhaitent, nous avons sorti récemment, d'ailleurs au mois de mars, un pré-rapport par rapport à la situation des droits humains, notamment pendant les événements du 21 au 23 janvier. Nous avons envoyé une mission qui est partie sur place. Et ce rapport, nous l'avons intitulé « Peur et châtiment ». Et ce que nous avons constaté sur place, ce qu'ont constaté nos chercheurs, je ne sais pas si vous avez suivi à l'époque, mais il était question, et là aussi, les Nations Unies en ont fait état, de plus de 40 morts pendant justement le début des grandes manifestations qu'il y a eu à Caracas et dans le pays. Et ce que nous avons constaté, c'est que on retrouvait un peu le même... le même mode opératoire, c'est-à-dire que ceux qui étaient ciblés, c'était plutôt des jeunes gens qui vivaient dans des quartiers pauvres, traditionnellement acquis au chavisme et historiquement acquis au chavisme. C'était des jeunes gens qui avaient appelé soit aux manifestations, qui avaient appelé justement à... comment dire, excusez-moi, je me fais courir. J'étais un peu stressée. Dans le taxi, je me disais, il faut y aller sans brûler les feux rouges. Oh, tu peux le dire. Jamais. Bon, voilà. Donc, oui, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on retrouvait donc le même modus operandi. Des jeunes gens de quartiers plutôt acquis au chavisme, des jeunes gens qui avaient appelé aux manifestations et souvent les déclarations étaient devenues virales. Et on a eu des cas, et nous on a, comme nous le faisons à chaque fois, plus de 50 témoins, on a regardé plusieurs cas, on a vu des cas d'exécution extrajudiciaire, des questions d'arrestation arbitraire, de torture, etc. Et pour nous, ça c'est une question qui est fondamentale parce que derrière, nous avons vu récemment qu'il avait été fait, et je crois que
M. Maduro lui-même a fait appel aux colectivos pour défendre la révolution. Or, cela nous inquiète beaucoup et on a vu des manifestations, on a vu comment les colectivos, c'est-à-dire les groupes armés proches du régime, s'étaient mobilisés, avaient attaqué certains manifestants, blessé d'autres. Et ça, pour nous, c'est pas un contexte qui favorise non plus le dialogue, quel qu'il soit, entre les différentes parties. Et surtout, c'est la garantie, c'est un manque de garantie pour les droits des Vénézuéliens. Derrière, cela s'accompagne d'autres aspects qui pour nous sont majeurs, tels que justement le respect de la liberté d'expression, le respect du droit de manifester. Ça s'accompagne aussi de la libération des prisonniers d'opinion, les prisonniers politiques, et vraiment des garanties très fortes. Et c'est clair que quand on regarde aujourd'hui la situation au Venezuela et qu'on exclut totalement une intervention militaire, la question qui se pose, c'est comment on va sortir de cette crise politique. Et si élection il doit y avoir, eh bien ces élections doivent pouvoir se dérouler dans un contexte où tous les droits soient respectés, les droits civils et politiques, mais les prisonniers d'opinion soient libérés, que les leaders de l'opposition puissent participer également à ces élections et que finalement tout soit fait pour qu'on soit dans un contexte qui permette réellement de sortir de cette crise politiquement, ce qui est une nécessité. Et pour nous, c'est la nécessité de sortir aujourd'hui de la crise, de trouver à la fois des solutions au niveau de l'assistance, bon, on appelle assistance humanitaire, coopération internationale, et à la fois le respect des libertés, la lutte contre l'impunité est majeure. Et c'est pour ça d'ailleurs que Amnesty International récemment a appelé justement Madame Bachelet et donc notamment lors du prochain Conseil des droits de l'homme, la session qui se tiendra au mois de juin, de mettre en place une commission d'enquête indépendante pour pouvoir enquêter sur l'ensemble des situations et des violations graves, y compris des crimes qu'il y a eu pendant cette première partie de janvier 2019. Parallèlement, nous appelons aussi, par rapport à la Cour pénale internationale, puisqu'il y a une enquête préalable qui a été ouverte sur les événements de 2017, que les événements de janvier puissent être intégrés également dans cette enquête préliminaire. Et pour nous, sortir de la crise passe vraiment par là, apporter cette coopération, résoudre ces questions alimentaires, sanitaires, de droit, mais aussi apporter de la justice et de la lutte contre l'impunité et la justice aux personnes qui vivent au Venezuela, parce que pour eux, cela aujourd'hui est vraiment une question très importante. Je ne sais pas si Christophe l'a dit, j'étais moi-même au mois d'octobre au Venezuela, j'ai passé 15 jours et j'ai pu rencontrer de nombreuses familles, des mères de jeunes enfants. J'ai refini avant. Tu as le droit autant que les autres. Non, mais je suis en retard donc. Donc j'ai rencontré, j'ai été dans les hôpitaux, j'étais partout dans plusieurs villes du pays et vraiment c'est un pays en souffrance. Quand on parle rien que sur les 6 derniers mois de plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont quitté leur pays et qu'on voit les difficultés qu'il y a aujourd'hui à traverser la frontière avec la Colombie puisqu'elle est fermée et avec la crue du fleuve Táchira et les enfants qui ont du mal à traverser, les personnes âgées qui ont du mal à aller parce que tout ça est bloqué. Quand on voit ce qui s'est passé avec les autochtones Pemon, justement avec la frontière brésilienne, on voit qu'il y a une urgence aujourd'hui. Ce n'est pas simplement une crise politique. Pour nous, c'est vraiment une crise des droits humains avec toutes les composantes et nous sommes particulièrement inquiets. Le souhait, je pense, est que les Vénézuéliens n'aient plus besoin de fuir leur pays pour que ce soit parce qu'ils ont peur, que ce soit parce qu'il y a de la violence ou parce que justement ils ne peuvent pas se nourrir, ils ne peuvent pas se soigner. L'important c'est qu'ils puissent rester chez eux et que toutes les solutions politiques qui pourraient être prises et que toutes les négociations qui ont ne tiennent pas compte uniquement des enjeux géopolitiques, mais qu'elles tiennent vraiment compte des personnes, de leur vie, de leur quotidien, parce qu'au final du compte, qu'est-ce que la géopolitique si nous ne sommes pas en capacité de résoudre les crises que traversent les personnes et les souffrances qu'ils ont à affronter. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup Geneviève pour cette intervention, en plus dans des conditions un peu, intenses dans lesquelles tu l'as fait, qui je crois, a réussi à, comment dirais-je, à montrer la cohérence en fait de l'analyse que tu fais, et je crois que c'était très dense. Et merci beaucoup. Mais ce sont des sujets sur lesquels on va sûrement revenir aussi. Donc je vais maintenant donner la parole à Témir Porras. Donc même question, du point de vue où vous êtes, de là où vous agissez, selon vous, quelle solution politique? Alors il y a la dimension géopolitique, c'est vrai, parce que l'IRIS c'est notre marque de fabrique, mais aussi peut-être un point de vue sur la situation interne et les évolutions possibles du point de vue politique. Merci beaucoup Christophe, merci beaucoup à l'IRIS et à mes camarades de panel pour cette excellente introduction. Et en effet, moi je vais me concentrer ou essayer de porter un regard plus direct, plus proche de la situation actuelle, c'est-à-dire du déroulement de la crise, et d'expliquer un peu quels sont les déroulements de la crise politique à partir du mois de janvier 2019, c'est-à-dire la dernière phase, si vous voulez, de la longue crise politique vénézuélienne, et essayer d'esquisser quelques pistes de comment, du moins de mon avis, il est possible d'en sortir. Alors, je ne reprendrai ces éléments sur la crise politique et économique au Venezuela que pour insister sur quelques points, puisque ça a été très bien décrit par Jean-Jacques Bourlianski. De mon point de vue, la situation vénézuélienne a une origine politique. C'est-à-dire, même si aujourd'hui les questions les plus pressantes, comme ça vient d'être expliqué, sont les conséquences sociales et humanitaires de la crise, l'origine de la crise vénézuélienne est une origine politique. Pour faire vite, encore une fois, un concept important sur la politique vénézuélienne. Le Venezuela connaît depuis le début de la révolution bolivarienne en 1919 une situation de polarisation politique qui est devenue une polarisation politique extrême par moment. Qu'est-ce qu'on entend par polarisation politique? Au moment de l'avènement donc de la révolution bolivarienne et d'Hugo Chavez au gouvernement, se configure, encore une fois je simplifie et puis je serai ouvert à des échanges, se configurent deux pôles, un pôle chaviste et un pôle anti-chaviste, qui, au cours des dernières décennies, n'ont pas entretenu entre eux, ces deux pôles, des relations le chavisme étant, pendant cette période, au gouvernement, aux affaires, et l'anti-chavisme étant dans l'opposition, n'entretiennent pas des relations gouvernement-opposition. Si vous prenez le concept classique des anglo-saxons, l'opposition vénézuélienne n'était pas une loyal opposition au régime politique instauré par la Constitution de 1999, donc Constitution de 1999 qui a ouvert la période dans laquelle on se trouve. Et cette Constitution de 1999 était une constitution, le fruit d'une assemblée constituante et d'une ratification par référendum qui a accueilli le support ou le soutien de la société vénézuélienne bien au-delà, bien qu'elle était promue par Chavez, elle a recueilli plus de 70% des voix, c'est-à-dire un soutien qui allait bien au-delà de l'assise politique du chavisme, c'est-à-dire qui était soutenu par des secteurs politiques allant, encore une fois, au-delà du chavisme, pour le dire de façon nommée, par des votants de l'opposition. Donc c'est le point de départ, et il y a des épisodes qu'on ne va pas retracer ici, mais qui ne font que aiguiser cette situation, encore une fois, dans laquelle nous ne nous trouvons pas dans un débat normal de gouvernement et opposition qui s'affrontent sur des politiques publiques au sein des institutions, même si, encore une fois, les institutions continuent à fonctionner. Il y a des élections très régulières au Venezuela et les débats finissent par être tranchés par l'électorat. Néanmoins, encore une fois, je voudrais insister sur ce point. Pendant toute cette période, et du moins jusqu'à 2013, il n'y a pas de période dans laquelle il y a une reconnaissance explicite du gouvernement et de l'opposition de la légitimité de leurs adversaires à faire de la politique dans le cadre institutionnel. Encore une fois, les exemples sont très nombreux.
en 2002, où Chavez fait objet d'un coup d'État qui implique des civils, c'est-à-dire des civils qui font aujourd'hui de la politique. En 2004, il y a un référendum révocatoire contre Hugo Chavez, les résultats tombent, jamais l'opposition, à ce moment-là, n'a reconnu les résultats de ce référendum révocatoire. Et ainsi de suite, on peut faire le décompte, si vous voulez, des occasions qui donnent, encore une fois, des exemples pour qu'il n'y ait pas une reconnaissance mutuelle des deux acteurs comme se considérant légitimes pour faire de la politique. Moi, j'ai habitude de dire que le chavisme qui proposait, si vous voulez, une transformation politique du Venezuela sur un mode de révolution, n'a jamais résolu, si vous voulez, ce problème théorique de agir dans un cadre constitutionnel qui fixe pour le Venezuela ce que je conçois dans le cadre de la Constitution de 99, une démocratie qui a tous les attributs d'une démocratie libérale, si vous voulez, qui remplit qui coche toutes les cases nécessaires pour le fonctionnement, du moins d'un point de vue institutionnel, d'une démocratie libérale, et qui va même bien au-delà, c'est-à-dire dans des innovations institutionnelles qui vont au-delà simplement du simple cadre de la démocratie libérale et représentative. Mais en tout cas, donc la contradiction entre ça, un cadre qui instaure le pluralisme politique, la compétition pour le pouvoir, il y a des élections présidentielles, parlementaires, etc. Et d'un autre côté, une rhétorique révolutionnaire qui dit « nous allons tout changer, tout transformer ». Et évidemment, vous voyez immédiatement la contradiction que cela amène, une contradiction théorique. À chaque élection présidentielle ou à chaque élection parlementaire, la survie de la révolution est en jeu. Donc, encore une fois, cette contradiction-là, qui viendrait du supposé caractère irréversible d'une révolution, au Venezuela, elle était réversible à chaque élection. N'a été résolue que par la personnalité d'Hugo Chavez et l'avènement d'une hégémonie politique. Hugo Chavez est quelqu'un qui a construit des majorités politiques extrêmement larges, extrêmement larges encore une fois, dans un cadre démocratique, c'est-à-dire les majorités vénézuéliennes, l'assise politique d'Hugo Chavez était régulièrement une assise politique qui atteignait les 60% de l'électorat. Et c'est par cette hégémonie politique qu'il réussit à mener dans cette arène politique extrêmement conflictuelle de la stabilité. C'est encore une fois par l'hégémonie politique et l'appel constant au peuple et la mobilisation des majorités très très larges, la construction de majorités politiques très larges, qu'il garantit de la stabilité politique et est en capacité de dérouler son programme avec, on pourra en discuter avec évidemment des réussites et des ratés. Alors, crise politique, je le dis parce qu'en 2013, Hugo Chavez disparaît. Hugo Chavez est victime d'un cancer et meurt. Ce qui n'était évidemment pas prévu pour lui, ni pour le chavisme, ni pour le Venezuela. C'est un événement relativement qui prend le pays par surprise. Et cet élément de stabilisation de cette contradiction disparaît et commence la crise politique que l'on connaît aujourd'hui. Le pays doit faire face à cette polarisation extrême, à cette sorte de méfiance qui n'a fait que se nourrir et s'approfondir avec les années, sans qu'il y ait d'éléments de stabilité. Il n'y a pas d'accord entre les acteurs et en même temps, il n'y a pas non plus de leadership politique comme celui de Chavez qui puisse pallier à cette absence. Exemple, encore une fois, en 2013, Nicolás Maduro gagne de justesse les élections, mais les gagne. Son adversaire politique ne reconnaît pas sa victoire. En 2014, une partie de l'opposition déclenche une sorte d'insurrection contre le gouvernement, alors que nous nous trouvons dans une situation où le Venezuela connaît pas du tout la situation sociale que nous voyons aujourd'hui. C'était évidemment un peu la dynamique des années passées, mais le Venezuela se retrouve, c'est une économie de 400 milliards de dollars, c'est une économie importante, gardons ça à l'esprit. C'est la période où les Vénézuéliens ont atteint le PIB par tête comme revenu le plus haut de leur histoire, c'est-à-dire on est un pays qui est dans la fourchette haute de l'Amérique latine en termes de PIB par tête, on se retrouve aux alentours de 12 000, 13 000 dollars par tête.
Aujourd'hui, par exemple, c'est l'Uruguay, qui est le pays avec le PIB par tête le plus important de la région et qui frôle avec les $18 000 par tête. Donc voilà, on est dans un pays relativement riche, dans le pays qui fait face évidemment à des défis qu'on a décrits, la surdépendance du pétrole, etc., etc. Mais en 2014, malgré cette situation apparemment, encore une fois, prospérité économique ou encore des situations économiques privilégiées, sans qu'il y ait encore tous les problèmes qui se sont posés de manifestation de l'autoritarisme, d'utilisation de forces de sécurité, etc. On n'en est pas encore là. Malgré cela, il y a néanmoins une partie de l'opposition à Nicolás Maduro qui considère qu'il faut donc faire un assaut sur le pouvoir, tout simplement pour des questions idéologiques. Et puis évidemment, il y a les élections de 2015, donc l'intervention en milieu, et ça me permet de faire une transition sur la question économique. Ce que je veux dire par là, c'est que les facteurs politiques de polarisation, de non-reconnaissance, cette sorte de sectarisme dont font preuve les acteurs politiques au Venezuela, étaient déjà présents au Venezuela depuis 2 décennies. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est simplement, effectivement, l'exceptionnalité de la situation économique et sociale et humanitaire qui vient rendre le conflit encore plus aigu. Comme tout le monde le sait, donc les cycles du pétrole, comme cela a été expliqué, se renversent en 2014. Il y a un effondrement des prix du baril. Alors, évidemment, le Venezuela, qui ne connaissait pas cette crise-là, était déjà, si vous voulez, en 2013, en bout de cycle. D'une certaine manière, il y a une expansion très importante des droits économiques et sociaux qui sont mentionnés maintenant, mais j'aurais bien aimé que les ONG à cette époque-là aussi s'empressent de souligner quelles étaient les victoires du Venezuela. Donc en 2013, il y a une grande expansion des droits économiques et sociaux, et évidemment la base économique pour soutenir ces droits sociaux, comme ça vient d'être expliqué, n'est que la rente pétrolière. Et la rente pétrolière, elle n'a pas augmenté parce que la production pétrolière n'a pas augmenté. Elle est de 3 millions de barils à la fin du cycle de Chavez. Comme elle était, elle a même un peu décliné. C'était 3,4 millions au début de la période et 3 millions de barils à la fin de Chavez. Et puis, les prix se sont effondrés. Donc, c'est la même base économique qui doit faire face, effectivement, à un projet qui est conquérant du point de vue social, de la distribution, etc. Donc ça, c'est un défi majeur. Ensuite, donc, effondrement des prix du baril, et c'est là où, effectivement, je adopte cette position critique dont parlait Christophe. C'est à propos de la gestion, justement, de ce défi. Le Venezuela est dans une situation, effectivement, où il se trouve amputé de ses principales recettes, puisque les prix du baril s'effondrent. Et c'est la gestion macroéconomique de l'équipe au pouvoir, donc de Maduro, qui, pour faire vite encore une fois, c'est pas un débat ceci n'est pas un débat sur la macroéconomie, mais en particulier sur le taux de change, la gestion du taux de change, la politique monétaire, et par ailleurs sur la question de la gestion de la dette. Le Venezuela est un pays qui a émis de la dette sur les marchés financiers à partir de 2007. Voilà, où il y a une gestion tellement catastrophique qu'on connaît. C'est le début de la descente aux enfers qu'on connaît aujourd'hui. Je résumerai encore une fois, et on pourra en discuter plus en longueur après, toutes les manifestations de la crise peuvent se résumer en fait que depuis 2014, le Venezuela a perdu au moins 50% de son PIB. Une fois qu'on a dit ça, toutes les manifestations sociales, humanitaires, migratoires, etc., trouvent une explication relativement aisée. C'est la moitié de l'économie vénézuélienne qui a disparu en l'espace simplement de 5 ans. Et à partir de 2017, alors que déjà cette situation était critique, à partir de 2017 commencent à intervenir les sanctions et la politique de sanctions, et ça me permet d'une certaine manière de me rapprocher de la situation actuelle. Les sanctions de l'administration de Trump rendent impossible à partir d'août 2017 qu'il y ait une solution vénézuélienne. Parce que, d'une certaine manière, le Venezuela n'a plus accès aux marchés internationaux de capitaux, n'a plus accès au financement pour son industrie pétrolière, mais pour son économie au sens large. Et évidemment, intervient aussi la situation de polarisation interne. C'est pour ça
que je dis que la crise est avant tout politique. En 2015, l'opposition gagne les élections parlementaires par une majorité de 2/3 qui est potentiellement dévastatrice pour le gouvernement, et le gouvernement décide à ce moment-là de acter cette victoire, mais de démanteler l'Assemblée nationale, d'une certaine manière rappelant, si vous voulez, la non-loyauté aux règles de l'opposition dans le passé. D'une certaine manière, pour la première fois, effectivement, le chavisme sous Nicolás Maduro adopte une position qui est une position, encore une fois, polarisante, ne reconnaissant pas les résultats, enfin reconnaissant les résultats, mais n'en acceptant pas les conséquences, et démantèle cette majorité de 2/3, et s'ouvre, si vous voulez, cette période dans laquelle on voit progressivement au Venezuela l'émergence de 2 pôles de pouvoir parallèles. L'Assemblée nationale est méconnue par l'exécutif, qui ensuite lance une Assemblée nationale constituante, un tribunal suprême donc qui prend les compétences législatives de l'Assemblée nationale, cette Assemblée nationale démantelée par l'exécutif qui nomme un tribunal suprême qui siège aux États-Unis, et finalement, au mois de janvier, après les élections de mai 2018, et donc qui sont le résultat de l'échec d'une négociation entre le gouvernement et l'opposition, donc Nicolás Maduro décide, malgré l'échec des négociations, d'aller aux élections tout seul. Il y a un candidat d'opposition minoritaire qui lui fait concurrence, mais évidemment avec la majorité de l'opposition n'allant pas aux élections. Et les élections, évidemment, sont favorables à M. Nicolás Maduro, mais évidemment ne règlent pas du tout la question politique. Et il est donc réélu pour une nouvelle période sans que la majorité de son opposition le reconnaisse. Nous arrivons au mois de janvier, au moment du début théorique du deuxième mandat, et se produit la dernière rupture, qui est donc l'autoproclamation du président de l'Assemblée nationale, avec une petite précision. Cette même Assemblée nationale qui a été instaurée en 2015, dominée par l'opposition qui est diverse, avec plusieurs partis, et tous les partis concluent un accord de présidence tournante. Les partis les plus puissants vont occuper la présidence de l'Assemblée nationale pendant la première année de la législature. Donc, en 2016, c'est le parti, par exemple, Action démocratique, qui a reçu le plus grand nombre de voix et a eu le plus grand nombre de députés, et ainsi de suite. Le parti Voluntad Popular, qui est un parti minoritaire au sein de l'opposition, ne reçoit donc le droit que d'occuper la présidence de l'Assemblée nationale en 2019. Et il se trouve que voilà, cette présidence tournante se passe, et le représentant de Voluntad Popular peut briguer la présidence de l'Assemblée nationale au milieu de cette crise. Deuxièmement, le leader de Voluntad Popular, encore une fois, vous connaissez peut-être, Leopoldo López, est empêché évidemment, puisqu'il est en résidence surveillée aujourd'hui, en prison. Le deuxième du parti est exilé aux États-Unis. Et donc, il ne reste qu'un jeune homme, qui est donc, fait partie de la formation politique, Juan Guaidó, pour occuper cette présidence. Et s'ensuit les événements que vous avez connus. Le 23 janvier, il y a une proclamation de Juan Guaidó par l'Assemblée nationale comme président par intérim, et donc l'approfondissement de cette crise. Et finalement, ce que je veux dire, c'est que c'est l'émergence, après ce long processus de crise, de 2 pouvoirs exécutifs dans le pays. Simplement pour dire, et je pense que voilà, je finis, je pense que c'est au cours du débat qu'on va voir quelles sont les pistes. Il y a 2 solutions, il y a 2 voies. Une voie qui est la voie du conflit. Il y a ceux qui pensent qu'au Venezuela, il y aura une victoire de l'un des camps sur l'autre, une victoire de la révolution à la mode maduriste sur le camp de la contre-révolution anti-chaviste, etc., qui est de tenir bon et de garder le pouvoir politique. En face, nous avons une opposition dont la conduction actuelle est entre les mains d'un parti politique à la tradition polarisante, qui n'a jamais participé, si vous voulez, de la construction des institutions vénézuéliennes, et qui dit qu'il y a une vision mur de Berlin. C'est le moment donc de s'unir pour abattre l'autoritarisme, abattre le dernier rempart du communisme au Venezuela, etc. Et il faut enfiler toutes les
toutes les forces dans cette même direction. Tout ceci avec un soutien international considérable, puisque l'administration de Trump a décidé de soutenir ce camp, et on l'a entendu à plusieurs reprises, donc toutes les options sur la table, et il y a une grande opération, si vous voulez, diplomatique pour soutenir ce qu'ils appellent le gouvernement par intérim ou le gouvernement intérimaire, ayant réussi par ailleurs de façon assez surprenante à embarquer les Européens dans cette aventure, et les gouvernements conservateurs du groupe de Lima, il faut le dire aussi, c'est des gouvernements à majorité conservateurs derrière cette aventure. Donc il y a cette possibilité, donc le conflit, la polarisation, l'affrontement et éventuellement la victoire de l'un de deux camps. Avec une administration américaine qui dit, jusqu'à ce que nous n'atteignions ces objectifs, donc de renverser le gouvernement et d'instaurer les nouvelles autorités, nous continuerons à augmenter la pression par une politique de sanctions. Donc une perspective catastrophique, d'une certaine manière, parce que la seule chose sûre, c'est que les sanctions produisent des effets négatifs. Et tout ce qui est hypothétique, donc, c'est les conséquences politiques. Que les États-Unis parviennent finalement à imposer leur option au Venezuela. L'autre option est l'option évidente. Ce pays a besoin d'un pacte de coexistence nationale. Ce pays a besoin d'un pacte de coexistence démocratique qui, d'une certaine manière, s'est perdu après le processus constituant, mais la réalité sociologique du pays ne va pas changer à cause de cette crise. Le fait qu'il y ait des pôles politiques, les uns plus à droite, les uns plus à gauche, des groupes sociaux qui soutiennent des partis, cela ne va pas changer. C'est-à-dire, au lendemain de n'importe quelle évolution politique au Venezuela, les conditions structurelles qui font qu'il y a du chavisme, il y a de l'opposition, il y a de l'anti-chavisme modéré, radical, du chavisme plus à gauche, plus à droite, plus au centre, cela ne va pas changer. Donc, il est évident que la seule manière que ce pays puisse s'occuper le plus rapidement possible de ses problèmes sociaux, de ses problèmes humanitaires, de ses problèmes économiques, c'est de retrouver de la stabilité. Et cette stabilité-là ne sera pas possible sans un accord de coexistence nationale. Je laisse simplement pour la discussion le fait des militaires vénézuéliens. C'est-à-dire, nous avons, encore une fois, un pays où l'on veut faire des militaires les arbitres de la politique. Eh bien, encore une fois, moi, je considère, et c'est une opinion très personnelle, qu'il faudrait trouver une solution politique qui vienne du monde civil au Venezuela, et l'institution militaire vénézuélienne, qui est probablement l'organisation la plus institutionnalisée du pays, ça ne date pas simplement d'hier, sera, si vous voulez, se pliera à une solution qui puisse émerger du sein des forces politiques et sociales du Venezuela, mais évidemment, elle n'acceptera pas qu'on lui impose une solution politique par l'intervention et l'imposition d'une puissance étrangère. Donc voilà, vous suivez mon regard pour expliquer aussi la situation de blocage que nous connaissons aujourd'hui. Mais voilà, donc la seule solution est celle du dialogue. Il y a différents forums, on peut discuter de quel de ces forums-là est le plus à même de parvenir à cette solution que j'appelle de mes voeux. Merci. Merci beaucoup, Témir Porras. Je crois que c'était très utile d'entendre vraiment le déroulé de votre analyse qui nous jette tout de suite dans la discussion qu'on doit avoir. Je vais vous donner la parole. On va faire un petit paquet, peut-être 2-3 questions, hein, en privilégiant une parité homme-femme autant que possible. Et puis après, nos intervenants réagiront, peut-être pourront aussi prolonger ou préciser ou développer des points qu'ils n'ont pas pu faire pendant leur intervention. Alors, qui veut la parole? Alors, il n'y a que des messieurs, c'est souvent comme ça. Alors, madame, vous allez commencer, et après, monsieur. Donc, s'il vous plaît, avant de poser la question, je vous remercie de vous présenter brièvement avant de poser la question. Okay, je m'appelle Tanit Iglesias. Je travaille pour une ONG française, mais maintenant je vais m'exprimer en mon nom personnel. Je connais la situation du Venezuela pour mon travail. Je suis allée plusieurs fois les dernières années. Et on est dans des ONG qui sont présentes dans les pays en ce moment. Désolée parce que mon français, ce n'est pas parfait, donc je m'exprime.
de cette façon. Je voudrais poser une question par rapport exactement au rôle des militaires. Parce qu'en fait, un des constats qu'on peut faire maintenant au Venezuela, c'est qu'il y a aussi des structures de l'État où le niveau de corruption c'est très élevé. Et les militaires ont profité de cette corruption au niveau de l'État pour en attirer des bénéfices assez économiques importants. Je pense que le rôle des militaires, c'est clé dans la suite et le devenir de les pays, mais je suis un peu perdue, vraiment, je ne suis pas d'analyse sociopolitique. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire que ce groupe, qui est en puissance tellement importante, arrive à s'engager à pas jouer un rôle clé dans une situation où ils sont en certaine façon en puissance très très forte. Merci à vous. Et monsieur, vous je crois. Non, ben non. Ah oui, allez-y alors. Juste ici. Vous présentez, comme je disais. Oui, Jean-Claude Hamel, je ne représente que moi-même, je suis retraité, mais passionné par toutes ces thématiques, passionné par l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et j'ai découvert l'IRIS depuis un peu plus d'1 an. Voilà. Juste deux remarques. La première, j'ai été un peu étonné de ne voir nulle part aucune allusion à toutes les influences extérieures, notamment la Colombie qui est toute proche, et pas uniquement les États-Unis, hein, parce que depuis l'arrivée de Chavez, il y a une guerre économique certes, mais une guerre souterraine, hein, et ça, elle y est pour une partie dans les problèmes du Venezuela actuellement. Deuxième remarque, il y a, je vous rends hommage, monsieur Ventura, parce qu'il y a une belle brochette de gens qui ont eu chacun son discours extrêmement intéressant et très diversifié. Je regrette juste une chose, c'est qu'Amnesty International, qui joue son rôle, ne le joue pas dans certains cas internationaux extrêmement graves et beaucoup plus graves, comme la Palestine, hein, ou comme le Yémen. Alors, on va rester ceci sur mis à part, ce soir. tout à fait, on y reste. Non, mais je salue votre action. Merci. Non, mais je vais vous répondre là-dessus. Ma question est celle-ci. Alors, votre question. Par rapport au droit international, c'est la première fois que les pays occidentaux, hors États-Unis, qui nous en ont donné l'habitude, mais c'est la première fois qu'ils violent le droit international. La doctrine est de reconnaître les États, pas les gouvernements. Bon. Donc aujourd'hui, sciemment, on reconnaît Guaidó comme président par intérim, alors que je ne suis même pas persuadé que cette action corresponde réellement à la Constitution, l'article de la Constitution auquel il est fait référence, puisque le président actuel n'est pas empêché de gouverner. Donc ma question est celle-ci. Comment se fait-il que les pays occidentaux ont franchi le pas aujourd'hui et changent d'attitude et perdent leur neutralité? D'accord, c'est bien noté. Est-ce qu'il y a d'autres mains qui veulent se lever pour une troisième question? Une dame, si possible. Oui, vraiment. Ah, il y a madame. Excusez-moi, allez-y. Prenez un micro. Je vous demandais vraiment d'aller directement à vos questions. Je sais que c'est un peu frustrant, mais c'est pour qu'on conserve du temps pour avoir les lumières de nos invités. Voilà. Oui, bonjour. En fait, moi, donc, je suis chargée de recherche dans un organisme qui s'occupe des réfugiés. Mais la question, je la pose en mon nom propre. Ce serait plutôt par rapport à... Donc, on est dans un contexte où il y a la guerre de l'énergie dans le monde, des problèmes donc géopolitiques qui sont liés au pétrole. Et donc, par rapport à ça, je voulais savoir, est-ce que le Venezuela n'a pas changé son orientation par rapport aux devises? Est-ce que le pétrole vénézuélien, il n'y a pas eu des démarches politiques pour aller, on va dire, l'accoler sur des devises comme le yuan chinois ou donc avec la devise russe? Voilà, c'est pour savoir si la crise vénézuélienne peut aussi s'expliquer par des grandes conjonctures mondiales autour de cette guerre de l'énergie. Merci.
Merci madame. Une dernière question avant un premier tour de réponse. Il y avait monsieur là-bas, le jeune homme. Bonjour, je m'appelle Carlo González, moi je suis vénézuélien. Ma famille travaille avec le pétrole depuis les années 40, de manière directe et indirecte. Et il y a deux petites choses que je pense que M. Porras il a oublié de dire. Que la première, c'est bien sûr, il y avait un bon revenu, un bon recette qui venait du pétrole dans les périodes de Chavez. Et il faut savoir aussi, et se souvenir que c'était une période exceptionnelle au niveau du baril de pétrole. L'autre, c'est que dans cette recette qui ont reçu l'État, ils n'ont rien mis dedans l'industrie pétrolière vénézuélienne. Il y avait plein d'accidents, il y avait plein de trucs qui ne marchaient pas. Et ça, c'est quelque chose que M. Porras a oublié de dire. Un autre, c'est que moi, j'ai servi mon service militaire du côté de la frontière colombien-vénézuélien. Il y a plein de Cubains dans les militaires. Il y a des jeunes Cubains dans l'institution militaire. Alors, c'est pas constitutionnel. C'est assez évident que c'est pas constitutionnel. Et voilà, ça c'est deux choses que monsieur a oublié de dire. C'était mon intervention. C'est des choses qu'il faut prendre en compte aussi. Merci. Alors, on va faire un premier tour de réponse, vous en êtes d'accord, pour qu'on ait après encore une possibilité d'une nouvelle salve d'intervention de la salle. Je ne sais pas, peut-être si tu veux, Jean-Jacques, peut-être 2 minutes peut-être pour... comme tu veux. Bon, je vais reprendre les questions qui ont été posées dans leur ordre. La question militaire est une question centrale. Qui dit militaire dit capacité de contrôler une situation, de contrôler le territoire, de protéger les autorités. Donc le constat que l'on peut faire, c'est qu'après le coup d'État de l'opposition en 2002, le président Chavez a épuré les forces armées et a placé des militaires dans tout l'appareil d'État et dans tout l'appareil productif, et que donc effectivement, au jour d'aujourd'hui, l'armée est quelque part le rempart du régime, ce qui fait que la revendication de la part de l'opposition, et notamment des États-Unis, de la mise à l'écart de l'armée, revient à dire au gouvernement vénézuélien, abandonnez votre garantie assurance de permanence au pouvoir. Ce qui explique la multiplication des appels à la division et à la fragmentation des forces armées, qui viennent non seulement de l'opposition vénézuélienne, mais du président des États-Unis, du président du Brésil, Bolsonaro. Donc le problème militaire, de fait, est au cœur des enjeux de pouvoir, et a priori... je ne vois pas très bien quels vont être les effets de ces appels, compte tenu de ce qui s'est passé après 2002 et du fait que l'armée peut être considérée. C'est vrai qu'il y a eu des militaires qui ont déserté, mais les chiffres sont ridicules. On arrive à peut-être 800, 900, 1000 militaires sur 350 000 qui ont passé la frontière colombienne. Donc la voie de la recherche d'une solution par la force passerait éventuellement par la division, la fragmentation des forces armées, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas, on ne voit pas comment cette option pourrait se réaliser. Alors, les influences extérieures, il en a été question, mais au travers des structures qui ont été créées par les différentes parties prenantes extérieures au conflit, à la crise vénézuélienne. Le groupe, on va essayer de détailler un petit peu plus, le groupe de Lima a été constitué, ce qu'on appelle le groupe de Lima, en août 2017, à Lima, donc au Pérou, qui est un pays qui a un président, enfin il y a eu des changements, mais enfin l'orientation fondamentale reste à droite, et avec le soutien de tous les gouvernements qui se sont orientés vers des options conservatrices et libérales par voie électorale ou initialement par voie de coup d'État au Brésil en 2016. Donc ces différents gouvernements ont constitué un groupe afin de forcer, de trouver le moyen de contraindre le Venezuela de l'extérieur à l'alternance politique. Alors on notera que les États-Unis soutiennent ce groupe, mais ça c'est la méthode de Trump qui ne souhaite pas être lié
dans des formes de multilatéralisme, même avec des pays amis, et donc qui a délégué le Canada dans ce groupe qui sert disons, de petit télégraphiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux attentes du gouvernement des États-Unis. Alors, le Mexique, et l'Uruguay, eux, revendiquent une application stricte du droit international pour des raisons qui sont peut-être idéologiques. Ce sont des gouvernements qui sont démocratiques mais de gauche, mais surtout parce que l'Uruguay est un petit pays qui a été menacé par ses voisins et qui a besoin de s'appuyer sur le respect du droit historiquement pour garantir son indépendance. Ses voisins, c'est l'Argentine et le Brésil. Et l'autre, le Mexique, qui a perdu près de la moitié de son territoire au XIXe siècle à l'issue d'une guerre avec les États-Unis et qui, depuis, applique strictement, étroitement, une doctrine de non-ingérence qui a été théorisée dans les années 30 par un diplomate ministre mexicain qui s'appelle Estrada. Donc, on donne à cette doctrine diplomatique mexicain le nom de doctrine Estrada, qui est le respect de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays, le respect des États, et donc qui propose, à travers de ce qu'on appelle le mécanisme de Montevideo, avec le soutien des petits États de la Caraïbe, la voie du dialogue sur la base, comme c'était le cas dans la guerre froide d'ailleurs, de la reconnaissance mutuelle et de la recherche d'une solution qui favorise la stabilité et la paix internationale. Malheureusement, dans le groupe de contact international dans lequel on trouve une partie des pays du groupe de Lima, une partie des Européens, n'est pas sur cette voie, il est plutôt sur la position des États-Unis sous une forme quelque peu modérée, mais vous avez raison en disant que le droit international a été violé. Donc, sur le problème de la guerre énergétique, c'est vrai, au jour d'aujourd'hui, bon, l'année dernière, le Venezuela vendait 41% de son pétrole aux États-Unis en dollars, donc il lui faut chercher d'autres voies de sortie pour son pétrole. Il y en a deux essentiellement aujourd'hui, c'est la Chine et l'Inde. Donc actuellement, il y a sauf que bon, pour aller en Chine et en Inde avec des pétroliers, le trajet est beaucoup plus coûteux et beaucoup plus long que lorsqu'on le vendait en direction du Nord, en direction des États-Unis. Cela dit, guerre énergétique, pourquoi pas, mais il faut quand même relativiser. Les États-Unis sont autosuffisants en pétrole. L'enjeu essentiel n'est peut-être pas un enjeu énergétique, mais un enjeu idéologique, politique, celui du contrôle, du retour des États-Unis en Amérique latine et en particulier dans l'Amérique du Sud. Le président Trump fait une fixation sur le Venezuela, mais pas simplement. Lorsque M. Ivan Duque, qui n'est pas un ami de Nicolás Maduro, va aux États-Unis, il se fait tirer les oreilles par le président Trump, qui lui dit « vous nous parlez du Venezuela, mais n'oubliez pas de travailler sur le problème de la drogue. C'est là-dessus que je vous attends. » Sur d'autres pays, c'est le problème, comme le Mexique, c'est le problème des migrations. Sur la dernière question concernant Cuba, je laisserai Témir Porras y répondre. C'est gentil. Voilà, je suis désolé, hein, c'est un peu comprimé. Perdons pas de temps. Donc Témir Porras pour 2 minutes officiellement. Oui, d'accord. Donc j'essaierai de répondre à toutes les questions, celles de mon compatriote et puis des autres présents dans la salle. Sur l'affaire cubaine, sincèrement, encore une fois, je pense que alors, la personne qui vous parle est quelqu'un qui a rencontré 3 fois Fidel Castro, qui a vu Raoul 46 fois, qui a été 13 ans au gouvernement vénézuélien, qui a assisté aux rencontres de Fidel Castro avec Hugo Chavez, qui a assisté aux rencontres bilatérales de Nicolás Maduro avec tout le leadership cubain. En tout cas, moi, de ma position, jamais de la vie, un Cubain ne m'a donné une instruction. Jamais. C'est-à-dire, si nous faisons des choses bien, mal, si nous construisons notre démocratie, ou si les Vénézuéliens connaissent une situation de destruction ou de déficit démocratique, c'est entièrement de la responsabilité des Vénézuéliens. Ça, c'est la première chose. En tout cas, depuis ma perspective,
Et il y a un fantasme parce que il y a cette conception que le chavisme est donc un communisme et qu'il y a une sorte de rêve latino-américain de domination du communisme sur le continent, que l'on prête, que l'on agite, si vous voulez, ce chiffon rouge cubain. Après, encore une fois, c'est la collaboration entre le Venezuela et Cuba a impliqué des dizaines de milliers de personnes dans l'éducation, dans la santé, dans la sécurité militaire, enfin dans tous les domaines. Mais je peux vous dire de façon catégorique, si vous avez quelque chose à reprocher au gouvernement de Maduro, bah, reprochez-le à Maduro, ce n'est pas l'affaire des Cubains. Et parfois je fais aussi une boutade parce que je connais aussi, comme certains dans cette salle, en particulier en politique internationale, j'ai travaillé auprès de Cubains, j'ai vu les Cubains agir dans certains pays, etc. J'ai un grand respect pour la politique étrangère de Cuba et le bien qu'ils font aussi dans des pays africains. Je suis allé dans mes missions diplomatiques en Érythrée, par exemple. Les seuls médecins que j'ai vus en Érythrée, c'était des médecins cubains. C'était les seuls. Il n'y avait pas de médecins érythréens, il y avait des médecins cubains. Alors que des Érythréens probablement émigraient à Londres ou dans le reste de l'Europe pour ceci. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut garder, enfin, il faut se concentrer sur les vrais problèmes. De mon point de vue, l'influence cubaine n'est pas un problème au Venezuela. Et je constate ou je conçois qu'il puisse y avoir d'autres opinions. Mais ce n'est pas là que vous allez... Et ce que je vous dis là, c'est ce que je dis aussi aux autorités des États-Unis. Et je leur dis directement. Donc, encore une fois, on peut en débattre, mais il me semble que vous faites fausse route en pensant que c'est un des problèmes qui empêche la situation vénézuélienne de se résoudre. Et puis l'armée, c'est l'autre point. Moi, encore une fois, il faut regarder le problème sur plusieurs dimensions. Penser que l'armée vénézuélienne a la position qu'elle a, parce qu'il y a des intérêts créés de certains individus, est à mon avis... ce qui recouvre certainement une part de vérité, mais c'est à mon avis simplifier de façon grossière le problème. Pour vous donner un exemple, quelles sont les incitations qu'ont créées les États-Unis pour qu'il y ait une fracture au sein des forces armées, ce que je trouverais une catastrophe pour le pays. Imaginez-vous dans un pays où vous fractionnez ceux qui ont le pouvoir des armes. Nous serions donc aux portes d'une guerre civile. Donc, garantir l'unité de l'armée, quoi qu'on pense idéologiquement du gouvernement, de l'opposition, est quelque chose que, d'un point de vue d'un patriote, si vous voulez, ou de quelqu'un qui veut la stabilité de son pays, est un objectif. Le deuxième point, donc les Américains ont créé des incitations comme, disant, si vous faites la décision correcte, donc vous prenez la décision correcte, c'est-à-dire faire allégeance au gouvernement de Juan Guaidó, nous lèverons les sanctions personnelles qui pèsent sur certains des individus. Moi, je l'ai dit, c'est ne rien comprendre à la politique latino-américaine que d'imaginer que cela va produire un quelconque comportement. Pour vous répondre sur le plan de la boutade, pour quelqu'un qui se conçoit comme un révolutionnaire latino-américain, être sanctionné par les États-Unis est quasiment un Oscar... une reconnaissance à votre carrière, etc. Il y a des gens qui sont extrêmement fiers. Encore une fois, sur le plan individuel. Non, mais j'essaie de répondre. Non, si entendí. Non, por supuesto, entendí. Oui. Mais l'armée n'est pas opposée à de nouvelles élections. C'est là où vous vous trompez. Donc le problème n'est pas que l'armée... Et encore une fois, on va toujours trouver les Cubains, l'armée, etc. Non, l'armée n'est pas... L'armée vénézuélienne est une armée institutionnelle. C'est une armée qui, depuis 1958, encore une fois, c'est une armée que je définis comme conservatrice et institutionnelle. Depuis 1958, aucun coup d'État militaire n'a eu de succès au Venezuela, même celui de Chavez de 1992. Donc, ceux qui pensent que la solution viendra de l'armée, par une sorte de comportement qui n'est pas cohérent avec son comportement historique, se trompent, de mon point de vue.
la solution ne viendra que des facteurs politiques vénézuéliens qui respectent un certain nombre de critères, en particulier le respect de la souveraineté nationale, effectivement, et de ne pas avoir une imposition d'une solution qui vienne d'une puissance étrangère. Quand les conditions politiques seront telles au Venezuela, c'est-à-dire qu'il y a une majorité de forces politiques qui disent il faut un processus de transition avec telle ou telle caractéristique qui mène à des élections, etc., vous verrez, vous aurez l'armée qui soutiendra ce type d'évolution. À mon avis, il ne faut pas attendre de la part de l'armée qu'ils jouent les faiseurs de roi au Venezuela, et tant mieux d'ailleurs pour le futur du pays. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Geneviève Garrigos. À toi. Oui. Alors, déjà, je vais répondre sur le Yémen et sur Gaza parce que je trouve ça assez énorme. Voilà, dans la mesure où je peux vous assurer, je ne sais pas si Christophe vous l'a dit, moi j'ai été présidente de 2008 à 2016 et la guerre du Yémen, on est intervenu dès le départ, on a fait du plaidoyer et aujourd'hui on a même une campagne et elle dure depuis un certain temps demandant justement qu'il y ait embargo sur les armes à destination de l'Arabie Saoudite à cause du Yémen. On a sorti de nombreux rapports. Je pourrais dire aussi par rapport à Israël, Gaza, territoire occupé, tout le travail que l'on fait. Et là aussi, j'ai moi-même été en mission dans différentes régions. Donc, je peux vous assurer que le travail d'Amnesty, il est là, il est fort. Et on appelle, entre autres, l'État français à ne pas importer de produits, à interdire l'importation des produits des colonies dans les territoires. Donc, rien à reprocher. De même, j'en profite pour dire à M. Porras que, en fait, les ONG font très bien leur travail et que, certes, on ne complimente pas toujours les États pour ce qu'ils font, mais on souligne quand il y a des avancées et que, déjà, dans les années 2000, bien avant, justement, le décès du président Chavez, on soulignait quand même tous les problèmes qu'il y avait en termes de droits civils et politiques au Venezuela et notamment la répression vis-à-vis de certains mouvements politiques, mais aussi les attaques qu'il y avait vis-à-vis de nombreuses ONG. Et tout ça pour dire que quand on peut une société démocratique, c'est une société où il y a vraiment la liberté d'expression et on ne stigmatise pas certaines organisations. Moi, j'aimerais revenir sur la question Il y a plusieurs questions sur lesquelles j'aimerais revenir. C'est d'une part sur l'armée. C'est vrai que la question de l'armée, aujourd'hui, ce que l'on remarque, c'est la militarisation de la société qui devient extrêmement forte, ce qui pour nous est très préoccupant parce qu'en même temps, il y a une très très forte impunité. On l'a vu en 2014, on l'a vu en 2017, on l'a vu en début d'année. Et parallèlement, justement, il y a la question des forces armées, des corps des forces armées, mais il y a également la question de la garde nationale bolivarienne, il y a la question des FAS, mais il y a aussi la question du SEBIN, qui est un autre corps, c'est le corps des renseignements, et qui, notamment ce dernier, les autres sont accusés d'exécution extrajudiciaire. En ce qui concerne le SEBIN, on parle d'arrestation arbitraire, il y a des centres, l'hélicoïde, notamment, et la Tumba, où on sait que la torture est pratiquée sur des prisonniers d'opinion, donc, et que la grosse difficulté que nous avons aujourd'hui, y compris quand nous lançons des actions pour que des personnes puissent être libérées, eh bien, on constate que malgré l'ordre de certains juges pour libérer des prisonniers, eh bien, le SEBIN ne répond qu'à lui-même et ne les libère pas. Quand je dis répond à lui-même, c'est qu'il ne répond pas justement aux juges. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus, et ça, on le voit bien, il y a différents niveaux, sachant que les militaires qui sont au plus bas échelon ont eux-mêmes des difficultés sur le terrain, voient eux-mêmes les difficultés. Et on a vu récemment également comment il y avait de la pression qui était exercée sur certains militaires. Alors, on a vu des auditions au niveau de la Commission interaméricaine sur justement des cas de dénonciation, d'arrestation, de détention, de torture et pression sur les familles de militaires. Donc on voit que voilà, c'est juste pour clarifier là-dessus. Ensuite, juste, et je sais que j'ai 30 secondes encore. Voilà, j'ai 30 secondes encore. Oui, je voudrais revenir sur plusieurs points. C'est que effectivement, on parle beaucoup, comme je le disais dans mon intervention en début, on parle beaucoup des questions de géopolitique, de géostratégie, d'équilibre, etc.
je tiens tout de même à rappeler qu'en 2017, c'est vrai qu'il y a eu un mouvement très important, c'est le moment où il y a les sanctions qui sont prononcées par les États-Unis, mais déjà fin 2016, il y avait des produits, des médicaments sur lesquels il y avait des carences qui atteignaient 80%. Sur, par exemple, les médicaments chroniques, oui, après, je finis et après. Sur Échange d'ailleurs. sur les médicaments pour maladies chroniques, il y avait, et notamment je pense par exemple aux antirétroviraux, mais pas que, les anticancéreux, etc. En 2017-2018, on a atteint des 90% de carence. Donc la question, là encore, elle est bien sûr qu'il faut trouver une solution politique. Mais en parallèle, je le rappelle, il faut trouver une solution humanitaire. Et on ne peut pas continuer à parler indéfiniment de la question politique sans se soucier de la solution humanitaire. Et on peut continuer encore comme ça pendant des mois. Mais pendant ce temps-là, les Vénézuéliens sont en souffrance et il faut vraiment, c'est la responsabilité du gouvernement en place de faire le nécessaire. Alors, on va donner la parole rapidement à Temir Porras. Ce sera hélas la conclusion, la fin, parce que nous avons dépassé l'horaire. Je sais que beaucoup de gens voulaient s'exprimer. C'est la règle du jeu. On a déjà dépassé la fin de la conférence. Ce à quoi on peut s'engager, c'est que nous allons continuer ces discussions sur le Venezuela. Ce qu'on a fait ce soir sera de nouveau organisé ultérieurement. Ça, je peux m'y engager. Et on aura l'occasion, avec des intervenants de haut niveau comme ce soir, parce que je crois que c'est vraiment ce qu'on doit retenir, c'était la qualité des interventions qu'on a eues. On aura l'occasion de prolonger ces débats-là. Donc, je cède la parole rapidement à Temir Porras. Et puis, on lève la séance. Merci en tout cas d'avoir participé à toutes et à tous. Je ne voulais simplement que compléter le propos sur les médicaments pour qu'on prenne conscience du caractère multidimensionnel ou multicause de ce type de problème. Savez-vous quelles sont les dettes que les laboratoires pharmaceutiques ont documentées vis-à-vis de l'État vénézuélien? Quel est le montant? Quelle est la raison pour laquelle il n'y a pas de médicaments au Venezuela? Demander l'aide humanitaire. Non, mais justement, attendez. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la demander, mais ma question ma précision est la suivante. Les laboratoires pharmaceutiques réclament à l'État vénézuélien 7 milliards de dollars. 7 milliards de dollars. La seule raison pour laquelle il n'y a pas de médicaments aujourd'hui au Venezuela, c'est parce que les circuits d'importation de médicaments ne sont plus possibles du fait de ce différend entre l'État et les laboratoires pharmaceutiques. La raison pour laquelle cette dette s'est cumulée est à cause du problème de contrôle de change que j'ai signalé depuis 2013. Les laboratoires pharmaceutiques, pendant des années, ont surfacturé leurs ventes au Venezuela. Savez-vous que dans l'année 2012, les laboratoires pharmaceutiques, que je ne mentionnerai pas, mais européens, facturaient le marché vénézuélien pour les laboratoires pharmaceutiques européens était plus important que celui du Brésil. C'est-à-dire un pays de 210 millions d'habitants était un marché plus petit qu'un pays de 30 millions d'habitants. Et ça, c'était le fruit de deux choses. La surfacturation rendue possible par le contrôle des changes. Donc, c'est les laboratoires pharmaceutiques qui ont pris une bonne partie de la rente vénézuélienne, de la rente pétrolière vénézuélienne. Deuxièmement, le fait qu'il y avait des médicaments qui sont subventionnés à des prix qui, dans des conditions d'hyperinflation, les rendaient pratiquement gratuits. Vous avez une frontière avec le Brésil, vous avez une frontière avec la Colombie, où les prix des médicaments sont dollarisés de l'autre côté. Donc, l'énorme contrebande de ces produits subventionnés a fait disparaître, donc a fait croître ce marché donc, du médicament vénézuélien qui n'était pas vraiment du médicament vénézuélien, qui partait en Colombie, qui partait au Brésil, qui partait dans les Caraïbes. Les laboratoires pharmaceutiques se sont gavés pendant des décennies au Venezuela, encore une fois, du fait du contrôle de change. Donc, je voudrais simplement qu'on remette aussi des réalités économiques et commerciales et que certaines ONG reprochent aussi aux laboratoires pharmaceutiques pourquoi ils se sont gavés pendant 10 ans et maintenant il n'y a pas de médicaments pour les Vénézuéliens. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci de votre participation attentive et impliquée. Et on espère vous retrouver bientôt dans les activités de l'IRIS. Pour celles et ceux que ça intéresse, il y a un stand de publication de l'IRIS où vous trouverez beaucoup de choses intéressantes, comme par exemple
le numéro de la revue de l'Iris sur la situation latino-américaine que je vous engage à consulter. Merci, au revoir.